Bienvenue dans notre nouvelle vidéo où nous plongeons dans les révélations troublantes autour de Lil Kim, Diddy et Biggie. Des rumeurs et des témoignages chocs refont surface, mettant en lumière des vérités cachées sur les événements des années 90. Si vous voulez en savoir plus sur ces histoires explosives et ne rien manquer de nos analyses, abonnez-vous à notre chaîne YouTube et activez la cloche pour être notifié de chaque nouvelle vidéo. C'est incroyable. Lil Kim a essayé d'avertir les gens au sujet de Diddy il y a bien longtemps, mais personne ne l'a écouté. Elle avait aussi mis en garde contre Biggie et à l'époque, on s'est moqué d'elle. Maintenant, de plus en plus de célébrités commencent à parler de ce qu'elles ont vu en travaillant avec Diddy. Avant, c'était surtout des personnes comme Jean Deal et Jaguar Wright qui partageaient des histoires, mais elles étaient souvent considérées comme exagérées. Diddy lui a dit qu'il allait tuer Biggie. Elle savait que ça allait arriver, elle n'était pas aux côtés de son mari cette nuit-là, intentionnellement. Ça s'est produit et on lui a dit de mentir à ce sujet. Et devinez quoi? Ce mensonge a tenu jusqu'à ce que leur fils ait 18 ans. Il a commencé à avoir des idées sur ce qu'il voulait faire de ce qu'il avait hérité, car les documents étaient arrangés pour que Faith ne touche pas $1 de l'héritage de Biggie, sauf pour le petit Christopher. Elle n'avait qu'un enfant avec Christopher. Les autres enfants, qui avaient besoin d'être pris en charge, nourris, ne pouvaient pas vivre de l'argent de Christopher Wallace. Ils n'étaient pas ses enfants. Vous voyez comment ça fonctionne, non? Gene Deal a même affirmé que Diddy avait intentionnellement emmené Biggie à Los Angeles pour qu'il soit éliminé. Qu'en pensez-vous de ceux qui disent que Biggie cherchait les ennuis en allant à Lacey-Tôt après la mort de Tupac et en rappant Long Kiss Goodnight à la radio? Si vous mettez 100 personnes dans une pièce, probablement 3 d'entre elles diraient que c'était OK pour Biggie d'être à LA. 97% des gens diraient qu'il n'avait rien à faire là à ce moment-là. On le savait tous. Pourquoi Puff Attier il louait du temps de studio? Allez, soyons sérieux. Regardez ce que les gens font. Tupac venait de se faire tuer, Biggie ne pouvait même pas marcher, il ne pouvait pas courir, on le déplaçait en fauteuil roulant. Pourquoi diable louer du temps de studio à LA pour qu'il finisse votre album alors que vous avez votre propre studio, Daddy's House? Soyons honnêtes. Arrêtons ces bêtises. Arrêtons de faire ces interviews sur ce sujet, car les gens ne comprennent pas. Ils ne voulaient pas de conflit avec les Crips. Puff ne voulait pas de conflit avec le Dog Pound, Snoop ou qui que ce soit. C'est Biggie qui a déclenché ce conflit. Puff n'en voulait pas. Alors, qu'est-ce que je fais? Vous voulez des proies? Je vais les mettre à découvert. Attrapez-les si vous pouvez. Si vous avez du cran, attrapez-les. Pourquoi diable mettriez-vous votre ami dans une telle situation en l'envoyant en Californie pour travailler sur votre album, alors que vous savez que votre ennemi, pas le sien, mais le vôtre, venait d'être tué? Pourquoi feriez-vous ça? Pour Lil Kim, c'est pareil. Les gens ne le prenaient pas au sérieux, mais avec tout ce qui sort maintenant, certains commencent enfin à l'écouter. Kim est plus irrité par la façon dont les choses se passent, surtout par ce que fait Puffy. Il a l'air fou en ce moment. C'est pourquoi j'ai dit dans mon émission que Puffy devrait avoir honte de lui, car si tu soutiens quelqu'un aussi fort, tu devrais me soutenir aussi fort. Tu ne peux pas recréer un autre Biggie, ça n'arrivera jamais. Puffy, c'est Puffy. Il s'agit toujours de ce qu'il peut obtenir des gens. Il n'a jamais vraiment rien fait pour moi. Kim et Diddy sont devenus proches dans les années 90 après qu'elle a rejoint le groupe Junior MAFI et formé par Biggie. C'est Biggie qui a présenté Kim à Diddy. Mais même s'il était son ami et manager, Diddy ne l'a jamais signé sur son label, Bad Boy Records. Pourquoi? Parce qu'il pensait qu'elle n'avait pas ce qu'il fallait pour être une star. Il a même dit à MTV qu'elle était trop jolie pour rapper et que les rappeuses ne lui ressemblaient pas. Comment vous êtes-vous rencontrés? Par Biggie. Et c'est drôle, au début, je pensais qu'il ne m'aimait pas, car chaque fois qu'il me voyait, il tirait la langue ou faisait une grimace. Mais avec le temps, j'ai vu tout l'amour qu'il avait pour moi. Alors, je t'aime, Puff. Et je suis tellement heureuse, bébé. Parlons un peu de toi. On entend tous les mecs crier. Les stars masculines ont des groupies. Qu'est-ce que les mecs font quand ils viennent à tes concerts? Waouh! Ils font différentes choses. Je me souviens d'une fois, j'allais à un concert à Atlanta et un mec s'est approché de moi en disant « Oh wow, Lil Kim !» Il m'a soulevé, mise sur son épaule et a commencé à courir dans l'aéroport. J'étais choqué, mais pas vraiment effrayé. J'étais juste genre « Oh mon Dieu, quelqu'un vient de faire ça! Et qu'est-il arrivé à ce mec? On n'a pas besoin d'aller là-dedans! » Même après que le premier album de Kim, Hardcore, s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires, Diddy ne l'a toujours pas signé. Il ne croyait pas que les rappeuses pouvaient vendre autant de disques. Mais les problèmes entre Kim et Diddy ne s'arrêtent pas là. Dans un autre enregistrement, Kim a dit que Diddy faisait toujours du tort aux gens, mais s'en sortait grâce à son argent et son pouvoir. Elle a dit qu'il ne l'a jamais aidée quand elle traversait des moments difficiles, surtout lorsqu'elle était en prison de 2005 à 2006 pour parjure. Pendant qu'elle était enfermée, Diddy ne lui a jamais rendu visite, ne lui a jamais écrit, et ne lui a même pas donné un numéro pour le contacter. Quand j'étais en prison, Puffy n'a jamais mis un centime dans mon compte. Il n'a jamais écrit une lettre, n'a jamais essayé de venir me voir. Rien de tout ça. J'ai des gens comme Oprah qui m'a écrit 3 lettres et m'a envoyé 3 de ses livres préférés.
que j'aime encore aujourd'hui, car ils étaient tellement inspirants. Et Tyra Banks, Marc Jacobs, m'écrivaient tous les jours, mais racontant tout, du matin au soir. Mais qu'est-ce qu'il faut pour juste s'assurer que quelqu'un qui était une part importante de ta famille va bien? Quand tu es en prison, ce qui te fait sentir qu'on t'aime, c'est qu'on prenne le temps de faire une petite chose. Ce n'est pas l'argent. J'étais à l'aise en prison, j'avais trop d'argent sur mon compte. Quand je suis sorti, ils ont dû me renvoyer mon argent. Mais tu aurais pu venir me voir une fois, m'écrire une lettre. Et ce n'est pas tout. Pendant que Kim était en prison, Diddy a commencé à travailler avec sa rivale musicale, Nicki Minaj. Quand on lui a posé la question, il a balayé l'affaire, disant que Nicki était maintenant son artiste et qu'il ne travaillait plus avec Kim, même s'il avait toujours de l'amour pour elle. En plus, Nicki a même lancé une pique à Kim dans une chanson avec le groupe de Diddy, Dirty Money. On a toujours été des modèles pour certains. Je ne serais pas avec Nicki si j'avais entendu quelque chose de négatif sur Kim. Mais en tant que MC, je dois rester en retrait. Si elles veulent se lancer dans des clashs, c'est leur affaire. Je ne suis pas dans la négativité, pas dans les conflits, j'aime les deux. Mais en ce moment, Nicki Minaj, c'est mon artiste. C'est avec elle que je fais des affaires. Je ne fais plus d'affaires avec Kim à ce niveau, mais elle aura toujours une place spéciale dans mon cœur. Kim est la reine. Et Nicki est une reine à sa manière. Elles devraient faire des chansons ensemble au lieu de se déchirer. Mais je ne peux pas forcer les gens, chacun doit vivre ses propres expériences. Kim a aussi révélé que Diddy lui avait bloqué des opportunités de carrière majeures. Elle aurait pu être sur Thong Song de Sisqó, un énorme hit, mais Diddy lui a dit de jouer la difficile et l'opportunité lui a échappé. Elle pense qu'il la retenait exprès. Et ce n'était pas la seule fois. Kim a partagé que Michael Jackson voulait qu'elle soit sur l'un de ses albums après avoir entendu sa musique. Le producteur Rodney Jerkins lui a dit que Michael aimait son style et voulait qu'elle participe au projet. Mais quand ils en ont parlé à Diddy, qui était son manager à l'époque, rien ne s'est concrétisé. Rodney Jerkins travaillait sur l'album de Michael Jackson et il m'a dit « Yo, j'ai joué Queen pour Michael. » Et il a dit qu'il adorait comment elle rappe derrière le beat. C'est tellement sexy. J'étais genre... Il a dit ça? Il m'a dit « Ouais, on essaie de te faire participer à l'album. » J'étais tellement excité, j'ai failli tomber de ma chaise. Mais quand on en a parlé à Puffy, qui était mon manager, ça ne s'est jamais fait. Je pense que Puffy et Rodney avaient un différend à ce moment-là. J'étais jeune, je ne gérais pas mes affaires, je ne savais pas ce qui se passait en coulisses. C'était une opportunité manquée, pas à cause de moi, mais c'était hors de mon contrôle. Et qui sait, peut être que Lil Kim en savait beaucoup plus sur ce qui s'est passé avec Biggie. Biggie était le genre de personne à motiver les autres, il voulait que tout le monde réussisse, et une meilleure vie. Il était affamé, il voulait juste faire son album. Il disait que s'il pouvait avoir 500 000 fans, il serait heureux. Il était comme un ours, en peluche, tellement cool. Il avait une manière spéciale avec les femmes. Il était différent entre Ready to Die et Life After Death. Il était plus ferme, plus mature, plus axé sur les affaires. Biggie détestait tout ce qui se passait. Il aimait Tupac et tout ce qu'il connaissait de la côte ouest. Il savait que c'était mauvais quand Tupac est mort. Il se sentait mal. Il savait qu'il y avait des gens qui voulaient s'en prendre à lui, soit pour son argent, soit à cause des rumeurs. Il se sentait en danger et avait besoin de sécurité. Biggie a rencontré Diddy en 1992, après que Diddy a vu un article sur lui dans un magazine. Impressionné, Diddy a organisé une rencontre. Peu après, Biggie a signé avec le label de Diddy, Bad Boy Entertainment, dès son lancement en 1993. En 1994, Biggie a sorti son premier album, Ready to Die, qui a été un immense succès. Malheureusement, quelques années plus tard, en 1997, Biggie est décédé. Au fil des ans, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Diddy pourrait avoir quelque chose à voir avec sa mort. Certains disaient que Biggie voulait quitter Bad Boy, ce qui n'aurait pas plu à Diddy. Gene Deal a spéculé que c'était le cas. Pourquoi est-il là pour à travailler sur l'album de Puff alors qu'il y a le Hit Factory, Daddy's House, Quad Studio où Tupac a été attaqué? Il y avait plein d'endroits où Biggie aurait pu être. Pourquoi la côte ouest? Allez, soyons sérieux. Faith Evans, la femme de Biggie à l'époque, a défendu Diddy. Quand on lui a posé des questions sur les rumeurs, elle a dit qu'il était impossible que Diddy ait été impliqué. Selon elle, Diddy et Biggie avaient un lien étroit qu'elle-même n'avait jamais eu avec Biggie. Elle a expliqué que ce n'était pas parce que des gens se connaissaient ou travaillaient ensemble qu'ils planifiaient quelque chose de mal. Si elle ou la famille de Biggie avait pensé que Diddy était impliqué, ils auraient intenté une action en justice il y a longtemps. Certains ont essayé de les convaincre de poursuivre, mais ils n'y croyaient pas. Pourtant, beaucoup de fans n'ont pas cru à sa défense. Certains pensaient que Faith couvrait Diddy. À l'époque, il y avait aussi des rumeurs selon lesquelles Faith et Diddy étaient trop proches, ce qui aurait tendu leur relation avec Biggie. Jaguar Wright a même affirmé que Diddy avait engagé Faith pour atteindre Biggie. Diddy lui a dit qu'il allait s'en prendre à Biggie. Elle savait que ça allait arriver. Elle n'était pas aux côtés de son mari cette nuit-là, intentionnellement. On lui a dit de mentir à ce sujet, et ce mensonge a tenu jusqu'à ce que leur fils ait 18 ans.
Un ami de Biggie, Gene Deal, a dit que Biggie lui avait montré un contrat pour un nouveau label qu'il préparait. Selon Gene, le contrat valait environ 62 millions de dollars. Biggie lui a dit qu'il allait être payé et construire quelque chose de grand, séparé de Diddy. J'ai vu le contrat de Biggie. Il parlait d'un paiement de 250 000 dollars pour la signature, puis 250 000 dollars si l'album devenait disque d'or, et ainsi de suite. À la fin du contrat, il était question de récupérer ses droits d'édition et de marketing. Je posais des questions à Biggie car je ne savais pas ce que c'était. Il m'a dit, Jean, je t'aime, je t'emmènerai avec moi, mais tu aimes trop Puff. J'ai dit, quoi? Moi j'aime trop Puff? Il a dit, ouais, tu l'aimes trop mec, je t'emmènerai avec moi. J'ai dit, comment tu vas m'emmener alors que t'es fauché? Il m'a dit, fauché? Je dois 30 000 dollars à Mike pour le système dans mon camion. Et il m'a montré le contrat. Il y avait Charlie Baltimore, Cameron, Lil Cease, Lil Kim, Junior M, A.F.I. et Tracy Lee, et le contrat valait environ 62 millions de dollars. Gene Deal pense que la mort de Biggie n'était pas un simple drive-by. Ce n'était pas un drive-by, la voiture était là, au coin. Les histoires qu'on raconte ne sont pas vraies. Il a dit que quelqu'un de leur propre équipe aurait marqué la voiture dans laquelle Biggie se trouvait cette nuit-là pour s'assurer que tout le monde sache qu'il était dedans. Qui a eu l'idée de mettre des stickers Life After Death sur le capot du SUV dans lequel Biggie était à la soirée Vibe? Puff n'avait pas ça sur sa voiture. Alors, qui aurait pu faire ça? Quelqu'un de l'équipe de rue. Quelqu'un a été payé pour le faire, car ils n'ont pas mis ces stickers sur la voiture de Puff. Ces voitures étaient louées. Mettre des stickers, c'est abîmer la propriété. Quelqu'un voulait s'assurer qu'on sache que Biggie était dans ce véhicule. Gene Deal a ajouté, avant qu'on parte de chez Andre Harrell, Puff m'a dit que je n'avais pas à y aller, mais j'y suis allé, car je savais que quelqu'un allait se faire tirer dessus cette nuit-là. J'ai tout fait pour que ce ne soit pas Puff. Et ce n'était pas Puff, car c'était mon client principal. Mais les gardes du corps de Biggie n'ont pas tout fait pour l'empêcher de mourir. Ça me fait mal, même s'il n'était pas mon client principal. Chaque fois que j'entends sa musique, que je vois un mural ou une statue, ça fait mal. Et voilà que Lil Kim revient dans l'histoire. On dit qu'elle savait ce qui se passait en coulisses. Elle savait ce que faisait Diddy après la mort de Biggie et voulait parler, mais Diddy l'aurait averti de se taire. Cela pourrait expliquer pourquoi elle est restée silencieuse si longtemps. Mais aujourd'hui, on dit qu'elle n'est plus du côté de Diddy et qu'elle est prête à parler. Les fans observent de près. Si Lil Kim décide de tout révéler, elle pourrait dévoiler des vérités explosives sur Diddy, Biggie et tout ce qui s'est passé dans les années 90. Elle était là, elle a tout vu. Pensez-vous que ce scandale pourrait éclater bientôt?